nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me. Alors bonjour Monsieur Brigelli, alors on vous reçoit Bonjour. aujourd'hui. Bonjour, alors j'ai voulu vous recevoir sur cette chaîne tout simplement pour que vous nous parliez d'éducation. C'est un sujet qui est d'actualité, malheureusement d'actualité depuis très longtemps. Et donc vous avez des choses intéressantes à dire et je le sais parce que j'ai lu plusieurs de vos livres, entre autres La Fabrique du crétin qui est très connu, mais aussi Voltaire ou le djihad que j'avais beaucoup aimé en tant qu'ancien musulman d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Monsieur Brigelli, vous présenter et puis nous parler un petit peu de votre parcours dans l'éducation, parce que ben voilà, ça nous dira d'où vous parlez en fait. Alors, comme vous dites, ça fait très longtemps. Jean-Paul Brigelli, 45 ans d'enseignement continu. Je viens juste de terminer, en quelque sorte. J'ai enseigné en collège, en lycée, beaucoup dans la banlieue parisienne, dans un lycée technique à Montpellier, puis finalement en classe préparatoire à Marseille. Donc j'ai balayé à peu près tout le spectre, sauf le primaire par définition. Bon, je me suis véritablement intéressé à l'enseignement spécifiquement à partir on va dire, des années 2000, quand les effets directs du protocole de Lisbonne, qui a été décidé au niveau européen, se sont fait sentir, c'est-à-dire quand on a préféré, une fois pour toutes, les compétences, quoi que cela veuille dire, au savoir. Moi, j'étais un homme de savoir. Je pense avoir fait d'ailleurs tout mon boulot pour transmettre des savoirs en littérature, puisque c'était ce que j'enseignais. Euh, on n'en est plus là. On n'en est plus là. La littérature est devenue la portion congrue de l'enseignement. On n'en est même plus là en grammaire, ni en orthographe, ni quoi que ce soit. Quand on entend un inspecteur vous dire qu'un élève qui dit les arbres poussent en mettant un S à pouce a eu le sens du pluriel, là on comprend que there is something rotten in the kingdom of France. Alors au niveau, on va parler, on va développer ce dont vous venez de parler, ce dont vous venez, voilà, ce que vous venez d'initier. Juste savoir au niveau de votre formation en fait, voilà, est-ce que vous avez fait une école de professeur, voilà, si vous pouvez nous en Alors, dire un peu plus. j'ai fait l'école normale supérieure. Ça, c'était au niveau, si je puis dire, des savoirs, effectivement. J'appartiens heureusement à une époque où, quand on passait l'agrégation, on était formé pendant un an par nos pairs. C'est-à-dire que on était euh, nommé dans des lycées sous la responsabilité d'autres enseignants qui n'avaient pas la prétention d'être des pédagogues professionnels, mais qui vous enseignaient véritablement les petits trucs par l'exemple et en vous laissant la main, de toute façon, les petits trucs qui permettent de survivre aux 15 premières minutes de cours. Après, le reste, c'est une question d'investissement personnel, de travail, véritablement de travail, on va dire, de psychologie, parce qu'il faut un petit peu sentir les élèves, et de sens du spectacle, parce que c'est un métier il s'apparente à quelque chose, il s'apparente aux arts du spectacle. D'accord. Alors dans votre livre La Fabrique du crétin, vous abordez le système éducatif français, comme vous commencez à le faire ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste cette fabrique du crétin et quelles sont selon vous en fait les failles du système, même si vous avez commencé à en parler, en tout cas les failles du système scolaire actuel, et ce qui fait qu'en gros on fabrique des compétences et non plus des savoirs, comme vous l'avez dit, et pourquoi on fabrique des crétins du coup? Alors, très brièvement, il faut partir de la situation antérieure. Situation antérieure, début des années 60, nous avions certainement l'une des meilleures écoles au monde, hein, à tout point de vue. On nous l'enviait, non seulement le primaire, la maternelle française a longtemps été un modèle absolu pour tous les pédagogues, mais le supérieur, on avait des étudiants de tous les pays qui venaient être enseignés en France. Voilà. On a voulu modifier en
profondeur ce système dans le courant des années 70. Ça a commencé avec ces deux grands gauchistes qui étaient Giscard et René Haby, ministre de l'Éducation de l'époque, qui ont décrété le collège unique. Alors, je ne suis pas tout à fait naïf. Le collège unique, c'est 1976. C'est exactement au même moment qu'a été décrété par les mêmes le regroupement familial. En fait, il a fallu, dans leur esprit, descendre le système éducatif de façon à y inclure les dizaines de milliers d'enfants, essentiellement maghrébins, qui arrivaient pour rejoindre leur famille, enfin leur père surtout, qui travaillait là depuis les années 60. Voilà, ça c'était la... Et on s'est retrouvé, donc j'étais déjà enseignant à l'époque, donc je peux vraiment en parler. On s'est retrouvé avec des situations terribles dans lesquelles on nous a incité à descendre la barre, mais descendre la barre au sens éducation physique. Vous savez, dans ma génération, on nous notait en EPS en fonction de nos performances. Actuellement, on note en fonction de l'adéquation de l'espoir de l'élève à sa réalisation. Si vous décrétez vous-même que vous sauterez 40 cm en hauteur et que vous les sautez effectivement, c'est très bien. Voyez, nous, on nous donnait une bonne note quand nous arrivions à sauter plus de 1,60 m. C'est une idée complètement différente. C'est-à-dire que l'enseignement français, très longtemps, a fonctionné. C'est un enseignement extrêmement républicain et qui fonctionnait selon les principes de Condorcet sur comment dégager une élite républicaine. C'est-à-dire en incitant chaque élève à aller au plus haut de ses capacités. Je connais d'ailleurs pas d'autres façon sincère d'enseigner. Bon, on a voulu faire ce qu'on appelle la massification, c'est-à-dire enseigner la même chose à tout le monde. Et pour ça, et ça va de soi, c'est pareil pour n'importe quel domaine, pour ça, il fallait nécessairement descendre le niveau. Parce que lorsqu'on avait des élèves qui arrivaient et qui savaient à peine parler français, ça n'a rien à voir avec leur QI, hein, qu'on soit bien d'accord. C'était juste une question de capacité. Bon, il fallait s'adresser à ces populations en désespérance pédagogique. Bon, eh bien, on a bouleversé le système de façon à ce que ce soit plus simple pour tout le monde. Moyennant quoi, on a d'un côté sacrifié euh, les meilleurs, hein, qui sont partis massivement dans le privé, ce qui est encore le cas actuellement. On a multiplié les principes. Alors, il y a eu plusieurs moments dans l'apocalypse. Il y a eu la loi de 1989 de Lionel Jospin qui décrétait que l'élève construisait lui-même ses propres savoirs. Ça, c'est d'où l'appellation de constructiviste pour désigner les pédagogues qui ont marché dans les pas de Philippe Mérieux. Bon, il faut bien comprendre que oui, c'est possible quand vous êtes Blaise Pascal et que à 10 ans, vous retrouvez de tête les 12 premiers principes d'Euclide. Mais vous, je sais pas, moi, certainement pas. Vous voyez et c'est infaisable. Voilà. J'avais une amie qui était institutrice à l'époque et qui s'est dit, je vais faire ça. Elle a pris, vous savez, un ballon, les ballons qu'on gonfle avec la bouche. Ouais, Euh, ballon de baudruche, ouais. voilà, ils l'ont gonflé, ils ont mesuré, c'était en CP, hein, ils ont mesuré le périmètre du ballon, ils ont eu un certain chiffre, puis ils sont partis en récré, ils ont amené le ballon avec eux, il faisait un peu frais, ils sont rentrés et, aux stupéfactions, le ballon s'était légèrement dégonflé. Puis ils l'ont mis sur un radiateur et le ballon s'est regonflé. Et elle leur a dit, voilà, et maintenant, dites-moi pourquoi. Alors, vous savez, à 6 ans, ils sont un peu animistes. Il y en a, ils ont commencé à dire, ah ben, il y a dans le ballon des petits bonshommes qui se resserrent quand ils ont froid et qui écartent les bras quand ça va mieux, et tout. Ça a duré un quart d'heure, cet échange. Euh, Intéressant du point de vue poétique, si vous voulez, mais du point de vue physique, c'était un peu limité. Et Ouais. finalement, il y a un petit salopard, un enfant de bourgeois, probablement, qui s'est adressé à elle et qui lui a dit, dis maîtresse, si tu nous expliquais, ça irait pas plus vite. Voilà. Euh,
c'est la faille. Vous voyez, le problème, c'est qu'elle pouvait leur expliquer, mais les générations qui ont suivi, formées dans les IUFM, ESPE, INSPE, c'est tout la même salade, hein, d'une façon ou d'une autre, ne sont plus capables de l'expliquer. Voilà, il Ouais. faut bien comprendre une chose. Moi, mes dernières années, c'était dans un prestigieux lycée du centre-ville de Marseille. Et les nouveaux arrivants, lorsqu'ils se posaient une question sur un texte littéraire, on leur disait, va voir Brigelli, il sait lui. Parce que les autres ne savaient pas. Voilà, j'ai un Ouais. souvenir comme ça d'un gentil garçon, hein, qui avait décidé de faire avec ses élèves de cinquième, je crois, l'avare. Mm. Et le, il faisait la première scène, a priori, et il se demandait, dans la première scène, il y a la fille de l'avare et l'intendant qui sont en train de se dire des galanteries. Et il se disait, mais ils ont couché ensemble ou non? Va voir Brigelli. Donc, il est allé voir Brigelli et Brigelli lui a dit, vous voyez ce qui est écrit là, ce qui est écrit, hein, parce que dans la littérature, c'est simple, il suffit de lire véritablement. Vous m'avez fait heureux. Dans le langage du XVIIe, ça veut dire qu'ils viennent de coucher ensemble. Et c'est Ouais. forcé parce que dans une pièce de théâtre, on n'a que la journée, à peu de choses de près, pour résoudre un problème effrayant. S'ils ont couché ensemble, il faut nécessairement qu'à la fin de la journée, ils se marient pour réparer ce qui, d'une façon ou d'une autre, est irréparable. Bon, mais eh ben, il l'avait pas vu, il l'avait pas vu, et il m'a dit, mais comment je vais expliquer ça à mes élèves? Je lui dis, vous savez, en cinquième, ils ont 13 ans, ça fait déjà 2 ans statistiquement qu'ils voient des films porno. Alors, Ouais. Molière, ça devrait passer. Hein, Ça devrait pas être voilà. trop. Ouais. Il y a eu ça. La troisième étape dans l'apocalypse, ça a été ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne en 1999-2000, où on a décidé au niveau européen que dorénavant, c'était les compétences qu'il fallait mesurer et mettre en avant, et non pas les savoirs. Parce que les savoirs, c'est bourgeois. Vous voyez, les bourgeois d'ailleurs passent leur temps à transmettre des savoirs à leurs enfants. On a tout fait pour qu'ils ne le fassent pas. Hein. Vous êtes trop jeune pour avoir connu les maths modernes, mais les maths modernes avaient été inventées fin des années 60, début des années 70, de façon à ce que les parents ne puissent pas aider leurs enfants pour que tout le monde soit au même niveau. Puis on a mis la linguistique de façon à ce que les parents qui avaient appris sujet, verbe, complément ne comprennent pas du tout comment ça fonctionnait en linguistique générative, euh, etc. Hein, il faut Ah. bien comprendre une chose, et cette politique des compétences, euh, parce que tout le monde dit oui, tout ça c'est la gauche, c'est... Non, non, elle a été mise en activité en France par François Fillon, lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Ce qui donnait une idée d'ailleurs de ce qu'aurait fait François Fillon si jamais il s'était retrouvé président de la République. Euh, voilà, il faut bien comprendre que nous avons à l'éducation depuis maintenant une bonne trentaine d'années des gens d'une très grande incapacité. Vous savez, quand vous entrez dans le ministère de l'Éducation, vous avez un grand escalier. Dans la cour de l'escalier, contre le mur, il y a la photo de tous les ministres de l'Éducation depuis 1877. Vous Ouais. regardez et vous dites, mais qui je connais là-dedans? Alors oui, vous connaissez les derniers parce que vous les avez vus à la télé, mais ceux même des années 60, ceux qui ont commencé à détruire le système, ceux qui ont décidé, en 1967, que le français qu'il fallait étudier, c'était le français de la rue et non pas celui de la fontaine. C'est ce qui nous amène actuellement à Aya Nakamura. Vous voyez, voilà. Ouais. Hein, Ouais. Ouais. et ce sont des gens qui étaient d'une incompétence absolue. Ça fait très longtemps que on n'a plus recruté de gens qui connaissaient à fond le système. On dit Gabriel Attal fait des propositions intéressantes, mais ce sont des propositions éparses qui ne correspondent à aucun plan véritable. Qu'est-ce qu'on veut faire des enfants? Eh bien, ce que l'on fait actuellement, c'est que les plus démunis resteront dans leur ghetto. Vous ne pouvez pas imaginer dans les écoles, on va dire, défavorisées, à quel point ethniquement c'est pur, en quelque sorte. Hein, j'habite Marseille, vous regardez les collèges des quartiers nord de Marseille, ils sont
ethniquement pur. C'est tellement vrai que les familles maghrébines les mieux informées inscrivent leurs enfants dans l'enseignement privé catholique dans les quartiers nord de Marseille, de façon à retrouver une diversité d'un côté et une exigence de notre côté qu'il n'y a plus dans l'enseignement public. Alors après, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'enseignement privé a des avantages, etc. C'est certain, et il faudrait peut-être le repenser, mais l'enseignement public actuellement sombre, et sombre depuis assez longtemps. Je veux dire, je crois même que on peut dire que, vous voyez, le bateau éducation nationale a touché le fond, mais on creuse encore. D'accord. Alors on va creuser les différents points que vous avez dont vous avez parlé. On va les développer, mais avant ça, j'aimerais simplement qu'on fasse un petit détour euh, par un sujet en fait dont vous parlez dans Voltaire ou le djihad. Donc vous défendez la laïcité, hein, vous n'en faites pas secret. Vous défendez également la liberté d'expression, notamment dans le livre Voltaire ou le djihad, comme je le disais. Et donc, vous pensez que les valeurs françaises et puis la capacité de transmettre des savoirs est mise en danger et menacée à l'école par justement l'islamisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel lien vous établissez justement entre l'immigration de masse et le délitement de l'école en France? Et puis pourquoi aujourd'hui, certains enseignants, de plus en plus nombreux, semblent avoir peur en fait de faire leur programme et semblent avoir peur de parler de laïcité quand ils y connaissent quelque chose, parce que malheureusement, parfois, ils n'y connaissent rien du tout. Comment on en est arrivé là? Alors, il faut bien comprendre, ils ont une peur physique. Ils ont une peur physique et Ouais, qui, d'une certaine manière, est motivée. Je veux dire, il y a des enseignants qui ont été tués quand même. Il y en ouais, a chaque jour quatre en moyenne, qui sont agressés. Quatre par jour. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a 850 000 enseignants, mais sur une année, ça fait beaucoup de monde. Alors, faut voir une chose, c'est que il faut repartir de la Révolution. C'est ça le. Au moment de la Révolution, il y a plusieurs projets éducatifs. Celui qui finalement est choisi, c'est celui de Condorcet. Que veut Condorcet, philosophe des Lumières, athée, enfin tout pour plaire. Vraiment, c'est l'héritier de Voltaire, etc. Il veut que les Lumières effacent le fanatisme. Vous rappelez que les lettres de Voltaire très souvent, surtout à certains de ses amis, se terminait par euh, ecre inf. C'était et on sait que c'est l'abréviation de écrasons l'infâme. hmm, L'infâme, c'est-à-dire la religion. Voilà. ouais, Voltaire était déiste, mais il était déiste pour des raisons politiques essentiellement. Autrement, d'Alembert, Diderot était franchement athée, il n'y a pas de problème. Il considérait justement que l'obscurantisme, oui, les Lumières, l'obscurantisme, enfin, ça va de soi, hein, hmm, l'obscurantisme était l'ennemi de la liberté parce que la liberté, c'était le savoir. On fait un ouais, saut et on arrive à George Orwell, 1984. Euh, dans les principes de Big Brother, il y a un slogan extraordinaire qui est l'ignorance, c'est la force. Il dit également la liberté, c'est l'esclavage. Faut bien voir une chose. Et pour Orwell, effectivement, le savoir était effectivement une vraie force et quelque chose qui permettait d'accéder à la liberté. Euh, si on ne met pas de savoir dans les crânes a priori vides des enfants, qu'est-ce qui va s'y glisser? Eh bien, n'importe quel prêcheur de conviction fanatique va leur dire c'est ça qu'il faut croire. Alors attention, il n'y a pas que la religion, parce que par exemple, le wokisme s'est infiltré également là-dedans. Je rappelle qu'on sort là, il y a 48 heures, d'une séquence à Sciences Po Paris absolument démente, mais démente, où on a interdit à des étudiants supposés juifs d'entrer parce que juif égale sioniste, etc. Et il y a un très bel article aujourd'hui de Nathalie Heinisch sur le sujet qui fait le lien entre le wokisme et l'antisémitisme, etc. C'est très simple. Pour les wok, tout ce qui est blanc est le hmm, mal. Le juif est blanc. Donc le juif est le mal.
Et les adversaires des Juifs sont nécessairement des gentils. Alors, il faut bien comprendre une chose, ce qui est assez drôle, c'est que vous retrouvez dans le même clan des féministes, des transgenres, des homosexuels, etc. Toute personne qui, si elle se retrouvait à Gaza actuellement, finirait très mal, très très mal. Il y a eu un exemple il y a quelques semaines dans une ville des États-Unis, dans l'Illinois, je crois, où grâce à l'appui euh, des féministes, des LGBT, etc., une municipalité euh, musulmane est arrivée à la tête de la Ouais, cité, ouais, j'ai qui vu. les a immédiatement virés. Ouais, Voilà, j'ai vu. parce qu'ils ne peuvent Mm. pas les voir. Il y a qu'à, enfin, c'est une question de savoir. Il n'y a qu'à ouvrir le Coran pour savoir ce qu'on fait à tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, n'est pas dans la norme. Vous voyez, Ouais. on est dans une situation absolument. Elle serait ubuesque si elle n'était pas dramatique. Hein. Euh, le problème même, c'est que si on ne met pas véritablement des savoirs constitués, des savoirs savants, et en particulier parmi ces savoirs, savoir douter, qui est Mm. essentiel, hein, à tout point de vue. Si on ne met pas ces savoirs dans les crânes des enfants qui arrivent en classe avec des certitudes familiales, les certitudes héritées des grands frères, les certitudes héritées des communautés, ceci, cela, etc., si on ne leur dit pas, eh ben non, tu vois, si tu veux connaître l'histoire du Moyen-Orient, tu reprends l'histoire du Moyen-Orient depuis l'époque romaine, à peu de choses près, tu étudies qui a attaqué qui en 1948 ou en 1967, et tu réfléchis un petit peu par toi-même. Tu te demandes pourquoi le grand mufti de Jérusalem avait soutenu Hitler. Enfin, toutes sortes de choses que nous connaissons, vous et moi, mais qui sont actuellement inenseignables parce que ils sont totalement bouchés par des convictions qu'on leur a implantées en concurrence des savoirs. Je vous rappelle que dans la loi Jospin, 1989, l'un des articles, à côté de la construction des savoirs, c'est le droit à la libre expression des élèves. Et de plus en plus, alors il y a des cours dans lesquels ça devient dramatique, l'élève va vous dire c'est votre avis, mais c'est pas le mien. Mais Mm. qui tu es pour avoir un avis, pauvre cloche? Ben, moi, Mm. j'enseignais par exemple, j'appartiens à une génération où le mot qu'on entendait le plus souvent en classe, c'était taisez-vous. Ouais. Actuellement, on va à la pêche. Qu'est-ce que tu as à dire, mon enfant? Mais il n'a rien à dire, l'enfant. Hein, moi, j'ai enseigné pendant des années à mes élèves que Pythagore demandait à ses élèves 5 ans de silence, enfin à ses disciples. 5 ans de Ouais. silence avant d'envisager de poser une bonne question. Quand Ouais, c'est vous ça. entrez dans la franc-maçonnerie, pendant 1 an, vous devez vous taire. Est-ce Le que c'est seul. pas, est-ce que c'est pas, pardonnez-moi, justement, ce vieux débat entre Rousseau et Voltaire, Ah oui, l'individu, vous c'est ça qui est savez, revenu. je sais pas où vous habitez, mais quand on entre dans le Panthéon, à Paris, Mm. à gauche, au milieu, vous avez la tombe de Rousseau, et en face, vous avez celle de Voltaire. Ils se regardent en chien ennemi depuis le XVIIIe siècle, enfin depuis la création du Panthéon. Et Rousseau stipule que l'enfant est bon. Mm. Alors, je vais vous dire, on dit maintenant professeur des écoles. Moi, j'en suis resté, c'est une question d'âge, à instituteur. L'instituteur, je ne sais pas si vous avez fait du latin, mais c'est basé sur une racine latine, stare, qui veut dire se tenir debout. Ouais. L'instituteur ou l'institutrice, c'était celui ou celle qui passait derrière moi, qui m'appuyait sur les omoplates en me disant Jean-Paul, tiens-toi droit, Ouais. tiens-toi droit. L'instituteur, c'est la même racine que le tuteur, d'ailleurs. Hein. Le tuteur, c'est ce qui permet à la plante de pousser droit. L'enfant, a priori, est tordu. C'est ça, c'est une conception philosophique de base. Euh, pour les voltairiens, l'enfant est une matière naturelle, effectivement, qu'il faut dénaturer. L'éducation, à mon sens, c'est un profond exercice de dénaturation, c'est-à-dire d'incorporation dans une culture commune. Si on laisse la mauvaise plante
dans l'état dans lequel elle est, cela donnera une horreur à l'état pur. Et puis, bien entendu, dès que la mauvaise plante se croit confortée par les autres mauvaises plantes, elle dira, mais le modèle, c'est moi. Voilà. Le modèle, c'est l'esprit tordu qui est le mien. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est justement par le savoir, et c'est très long le savoir, hein, c'est par le savoir que on peut sortir au fond de l'état de nature. C'était une métaphore qui en vaut une autre. Euh, En cours, je mettais un point à la craie sur le tableau. Je dis voilà, ça, c'est votre savoir, ce point. Et tout ce qu'il y a autour, c'est ce que vous ignorez. Mais si vous regardez bien, l'espace intermédiaire entre votre savoir et l'ignorance, il est très limité, puisque votre savoir est infime. Et Ouais. puis je faisais un énorme cercle, je dis ça c'est mon savoir. Et les points de contact sont innombrables. Je passe ma vie à me dire ça et ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas encore. Et il y a des chances d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de choses que je ne sache pas jusqu'à la fin. Voilà. La véritable culture, c'est de savoir que l'on ne sait rien. Exactement, comme le disait notre ami Socrate. Voilà. Euh, On donc, revient toujours, vous savez, on revient toujours au grec, hein, à un certain moment. ouais, On est, moi, ça me tue un peu quand on dit oui, les racines chrétiennes de l'Europe, etc. Non, les racines latino-grecques de l'Europe, voilà, ça c'est la réalité. Et le conflit n'est pas entre les racines chrétiennes et des nouveaux venus islamistes, etc. Le conflit, il est véritablement entre une pensée philosophique et une pensée magique. Voilà, ça ouais. c'est ça la base. Hein. À partir du moment, qu'est-ce que c'est qu'une pensée philosophique? C'est une pensée qui s'interroge sans cesse. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée magique? C'est une pensée qui sait. Je me méfie terriblement des gens qui vous disent je sais. J'ai un souvenir comme ça. Vous savez, on a tous, quand on était gosse, souffert dans des réunions familiales. Et en général, dans ces réunions familiales, je ne sais pas chez vous, mais il y avait toujours un tonton qui était très con. Voilà, c'était radical, vous voyez. Et comment s'exprimer la connerie du tonton? Eh ben, c'est très simple. Vous regardez, vous dites, moi je vais te dire Yaka. Ouais. Voilà, dès que quelqu'un vous dit, je vais te dire Yaka, vous savez que vous avez en face de vous un vrai, là, un vrai de vrai, l'étalon du connard, vous voyez, en quelque sorte. Bon, ce que l'on doit apprendre aux enfants, c'est le doute permanent à travers euh, des, euh, des savoirs précis, en leur expliquant que le savoir lui-même n'est pas fini. On parlait de Molière tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez, sa mère, Molière a été orphelin de mère très tôt. Sa mère a été Non. tuée par les médecins. Elle avait la fièvre, ils l'ont saignée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ils l'ont vidée complètement. Alors ça c'est curieux, mais avec 4 litres de sang de moins, vous mourrez. Ça c'est du certifié. Mais pourquoi Est-ce que vous savez pourquoi il vous saignait? C'était pour faire partir la maladie à l'époque. C'était soi-disant Oui, pour faire partir les toxines. et il mesurait très exactement ce qu'il vous tirait. Ouais, Il tirait des pintes, hein, puisque le litre n'existait pas à l'époque. Hein, et la mère de Molière, il lui en tirait à peu près l'équivalent de 4 litres. Mais ouais, parce qu'il pensait qu'il y avait aux alentours de 60 litres de sang dans le corps. Parce qu'ils avaient refusé d'admettre, hein, on est vraiment à l'époque de Molière, hein, qu'il y avait un médecin anglais, Harvey, qui avait trouvé le principe de la circulation du sang qui fait que nous vivons très bien, vous et moi, avec à peu près 5 litres, 5 litres et demi de sang. Voilà. Sur ces 5 litres, 5 litres et demi, si on en enlève 4, on est absolument mortibus rasibus. Mais eux pensaient qu'il y en avait 65 parce qu'ils avaient calculé que c'était ce qu'il fallait pour remplir la totalité du système veineux du corps. Parce qu'ils ouais, pensaient que c'était stable, que ça ne bougeait pas. Voilà. ouais. Vous voyez, le savoir, en quelque sorte, le savoir de la Sorbonne en médecine n'était pas déjà celui de Montpellier, qui était la meilleure fac de médecine de l'époque. N'était pas celui de Pise, qui était la meilleure fac de médecine d'Europe.
C'est en se confrontant aux connaissances des autres que l'on fait évoluer les siennes. Si on dit non, non, moi j'ai pas besoin de savoir, je sais, j'ai lu la Bible, le Coran, etc. Non seulement on est mort psychologiquement et intellectuellement, mais on est surtout extraordinairement dangereux parce que c'est la réfutation. Vous savez, c'est exactement comme les fanatiques qui, pendant la Révolution, ont dit la Révolution n'a pas besoin de savants. C'est comme ça qu'on a Ouais. exécuté Lavoisier. Bon, qui par ailleurs était fermier général, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est comme ça que la Révolution soviétique a engendré Lysenko et le lysenkisme, etc., la science prolétarienne. Il y a toujours des excès, de ce point de vue-là. Mais si on s'appuie, je ne sais pas si on s'appuie, on va essayer de trouver un moyen terme. Hein. Si on s'appuie sur ce que raconte la Bible, on pense que en frappant les eaux de la mer Rouge avec un bâton, eh ben, les flots s'ouvrent. Euh, quand on s'appelle Moïse. Si on étudie un petit peu le système, on apprend qu'il y a des marées dans la mer Rouge qui font que ça se sépare effectivement à certains moments, au moment des grandes marées, etc. Et on apprend même que il est bien possible qu'il n'y ait pas eu de juifs en Égypte. Voilà, l'histoire est un produit volatile, extrêmement dangereux. C'était Paul Valéry qui disait l'histoire est le produit plus dangereux que la chimie de l'intellect est élaborée. Euh, mais avoir des certitudes, même en histoire, il faut bien comprendre une chose, c'est que les historiens s'entretuent d'ailleurs sur tel ou tel point de détail, parce que on ne sait, c'est très rare que l'on sache une chose d'une façon définitive et absolue. Bon, moi j'enseigne la littérature, j'enseigne comment lire véritablement, et encore maintenant, je relis sans cesse même les très grands classiques, en dehors du fait que je lis l'essentiel de ce qui est publié chaque année. Je relis les très grands classiques parce que, vous savez, je ne sais pas si vous lisiez les BD quand vous étiez petit, quand on lit de bonnes BD, mettons Astérix, on le lit 10 fois, 15 fois, parce qu'à chaque fois, on trouve un détail, un gag que l'on n'avait pas vu, etc. On comprend les choses un petit peu mieux. Voilà, c'est ça un texte, hein. C'est quelque chose qui est inépuisable de l'intérieur. Mais Donc, c'est ça, pardonnez-moi, Monsieur Brigelli, que j'aurais voulu vous demander, parce que moi qui suis sorti de l'école très tôt, je suis sorti en troisième de l'école, viré du système scolaire, j'étais coincé dans une vie compliquée. Bon, peu importe mon histoire personnelle, mais disons que ensuite je me suis auto-instruit, auto-formé en fait, et j'ai découvert les Lumières, j'ai lu tout seul, j'ai lu Descartes, Spinoza, j'ai beaucoup galéré. vous avez un immense mérite. Voilà, parce que Mais ce que c'est pas simple. Hein. voilà. Mais non, c'est sûr, mais justement, ce que j'ai pas compris, je suis parti en direction du savoir parce que j'étais très curieux. Et ce que j'ai pas compris, c'est comment ça se fait que ceux qui sont restés à l'école, en fait, ne connaissent pas les Lumières, s'en foutent, et quand ils l'ont lu, c'est d'une manière distraite. Qu'est-ce qui fait qu'on les dégoûte à ce point, en fait, de ce savoir immense qui, moi, me passionne encore? J'arrive pas à comprendre, en fait, Je crois que ce que fait l'école. on étudie des choses parcellaires. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un texte très célèbre de Montesquieu sur l'esclavage des nègres. C'est tiré de l'Esprit des lois. Si j'avais Ouais, à justifier le droit que nous avons de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Et il y a une suite de déclarations absolument délirantes sur ils ont le nez si écrasé qu'il est impossible de les plaindre, ils ont la peau si noire que et ça se termine par un plaidoyer vibrant pour la fin de l'esclavage. C'est écrit vers ouais. 1740, c'est-à-dire un bon siècle avant qu'on en finisse effectivement en France avec l'esclavage. Bien, vous faites ce texte, vous heurtez à des foules de wokistes impénitents disant comment il utilise le mot nègre, quelle horreur, quel Hum, raciste. Alors, à partir du ouais, moment où Montesquieu devient raciste, vous le faites pas. Voltaire, euh, dans hum, Candide, il se retrouve à Suriname et il trouve le fameux nègre de Suriname à qui il manque une main, un pied, etc. Comment? Mais Voltaire est raciste aussi. Alors, certes, et alors on va finir par penser que seul Judith Butler n'est pas raciste, voir ses déclarations il y a 3 4 jours sur le fait que le Hamas est composé d'enfants de cœur.
Ouais. Ce sur quoi j'ai un De doute. révolutionnaire, selon thème. Ouais. Voilà, Ouais. l'enfant de cœur révolutionnaire. Euh, Ouais. le problème même, c'est que on passe trop de temps, beaucoup trop de temps, à leur demander leur avis. Il faut bien comprendre une chose. C'est exactement comme d'ailleurs en maths, c'est la même chose. Hein. Il est très rare qu'on leur demande leur avis sur le carré de l'hypoténuse. Vous voyez, euh, très très rare. On leur enseigne une fois pour toutes le principe, et puis voilà. Il faut procéder de la même manière, c'est-à-dire non pas. Je prends un exemple. Euh, je connais une petite fille qui, en grande section de maternelle, en grande section de maternelle, son institutrice qui pensait bien faire leur lit le loup et l'agneau et les fait parler et qui leur Mm. explique que voilà, il y a un méchant loup, il y a un gentil agneau. Enfin, elle aussi, elle était restée au niveau animiste, vous voyez. Ouais. Et la petite fille en question, qui avait des parents qui étaient agrégés de lettres, euh, la coupe, lui dit premièrement qu'elle connaissait déjà la fable par cœur, elle, et Mm. qu'elle se trompait complètement parce que ce que ça racontait, c'était les démêlés du roi Louis XIV avec Nicolas Fouquet, ministre des Finances. Mm. Euh, L'instructrice a vérifié d'ailleurs, ce qui est bien de sa part, parce qu'elle ne savait Ouais. pas, mais on ne peut pas tout savoir. Et puis elle a convoqué ses parents en leur disant, écoutez, on ne va pas la mettre en CP, on va la faire passer en CE1 directement. Parce Ouais. que là, si on la fait passer en CP, elle va être insupportable parce qu'elle sait déjà lire et écrire. Mm. Euh, voilà. Il faut bien voir une chose, c'est que le savoir, si vous voulez, un gosse de 4 ou 5 ans est tout à fait susceptible d'apprendre des choses très variées, très profondes, etc. Allez, à vous voir là comme ça, on vous a quand même fait apprendre quelques récitations par cœur, etc. C'est fini. C'est fini. Les pédagogues appellent ça du psittacisme, parce qu'on leur a dit un jour que psitakos en grec, ça veut dire perroquet, c'est très mal. La Fontaine, c'est un emperruqué qui n'a rien à lui dire. Ça vient de Rousseau d'ailleurs, hein. C'est dans l'Émile de Rousseau que vous avez une critique fondamentale de La Fontaine en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'animaux qui parlent? Ce n'est pas naturel. Mais c'est oui, Ouais. effectivement, ce n'est pas naturel. Tout ce qui est naturel, de toute façon, n'existe pas véritablement du point de vue de l'éducation. L'éducation, c'est l'artificialité qui arrive sur la nature de départ et qui transforme un petit amas cellulaire qu'on appelle l'enfant en une personne adulte et responsable. Ouais, c'est clair, je suis assez d'accord avec vous. Enfin, je suis même tout à fait d'accord avec vous. Et je voulais ajouter également mon expérience personnelle de père parce que je suis l'heureux papa de 6 enfants. Ma première fille, à qui j'ai fait lire de la Toutes mes philo, parce que moi, félicitations à madame. Hein, je veux dire, c'est elle merci. qui vous a fait quand même. Votre participation, Mais pour brillante qu'elle soit, a été limitée dans le temps, si je peux dire. Donc, six voilà. enfants. Mais 6 enfants, mais du coup, ma première aime beaucoup la philosophie, et donc du coup, bah, parce que voilà, je lui ai fait lire de la philo à la maison, parce que moi-même, je suis passionné de philo. Et en fait, j'ai vu, elle est partie jusqu'en licence de philo, et puis ensuite elle s'est arrêtée parce que complètement écœurée de la philosophie par le système scolaire. Et là où je voulais en venir, c'est que très souvent j'ai vu comment on lui apprenait la philo. On lui apprenait la philo en lui faisant étudier une page, 3 mots, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire des bouts de texte. Alors que moi, la base, ce que je lui apprends, c'est que on sait très bien que si on sort 3, 4 phrases bien choisies d'un livre, on peut faire dire n'importe quoi, comme vous l'avez vous-même Oui. démontré, peut faire dire n'importe quoi à un livre. Donc j'ai toujours insisté envers ma fille sur le fait que si tu veux te faire un avis sur un livre et sur un auteur, alors sur un livre, il faut que tu lises le livre en entier, et sur un auteur, il faut que tu lises plusieurs livres, voir si tu le peux, l'œuvre complète de l'auteur pour te faire un avis. Et en fait, il n'y a plus du tout ça à l'école, c'est-à-dire on leur fait apprendre la philo à partir, on leur apprend la philosophie, on leur apprend plus à philosopher en fin de compte. C'est tout à fait vrai. Alors, on part du principe assez curieusement que les enfants sont incapables de lire plus de, allez, mettons, 3, 4 pages. D'où Hmm. la vogue de l'étude des courtes nouvelles en français. Euh, alors, c'est assez marrant dans un pays où vous avez quand même quelques dizaines de milliers d'enfants qui ont lu Harry Potter, ce qui fait 3 ou 4 000 pages, en détail et qui le connaissent par cœur.
Hein. Mhm. Exactement comme j'ai pu, moi, à l'époque, lire la trilogie des Trois Mousquetaires. Ça fait aussi un paquet de milliers de pages et le savoir par cœur. Vous me donnez une ligne des Trois Mousquetaires, je vous la situe exactement. Hein. Ouais. Et il faut bien comprendre les choses. Vous avez tout à fait raison. Regardez Nietzsche, par exemple. En prenant des bouts de Nietzsche, sa sœur, qui était vraiment une grosse salope, a fabriqué la volonté de puissance sur laquelle se sont appuyés les nazis. Euh, Mhm. Toute l'œuvre de Nietzsche est, si je puis dire, la réprobation par avance des systèmes autoritaires, etc. Il était contre, je dirais, toute autorité autoproclamée. Hein. Mais on peut transformer avec quelques phrases, on ne rend pas compte. Imaginons que vous ou moi, nous soyons réduits à trois ou quatre phrases, eh bien là, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je passe pour un hyper facho dans les systèmes actuels de communication, ce dont, très franchement, je me fiche totalement parce que quelle est leur compétence? Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Je me fiche pas mal d'être désigné comme facho sur TikTok ou X, ce que vous voulez, mais voire sur Facebook, où j'ai une présence peut-être un peu plus précise, par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le fascisme. Moi, je suis assez vieux pour avoir vu, parce que j'y suis allé, pour avoir vu le franquisme, pour avoir vu les fascistes hein, grecs dans les années 70, le régime de Papadopoulos, Ouais. etc. Voilà, ça c'était du fascisme. Dire qu'actuellement Alain Finkielkraut est fasciste relève d'un surréalisme euh, très étonnant quand même. C'est clair. Alors, je voulais changer de sujet. Enfin, tous les sujets vont être liés, évidemment. Mais je voulais parler justement de la formation des enseignants à la laïcité. Alors, pensez-vous que le cadre éducatif soit correctement formé à la laïcité et en quoi cela peut influencer en réalité les problématiques que ces mêmes profs trouvent en classe par rapport à la laïcité face souvent à l'islamisme, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Parce que parfois, il m'arrive de parler avec les profs et pour être totalement honnête avec vous, il y a quelques semaines, j'ai dû aller faire un rappel à la laïcité à des gens dans le cadre éducatif qui traitaient mon enfant de raciste parce qu'il avait joué avec un ami musulman avec un saucisson. Finalement, les deux amis étaient en train de rigoler, ce qu'a confirmé le copain de mon fils. Bon, peu importe. Mais je me sers un petit peu de mon expérience pour montrer que on voit bien que ces gens-là ne savent plus ce qu'est la laïcité. J'ai dû aller moi-même en tant que citoyen lambda, en tant que personne qui a quitté l'école en troisième, j'ai dû aller leur faire un rappel à la laïcité. Et je me demande comment c'est possible. Ah ben, écoutez, déjà, ils ont aucun sens de l'humour. Et ça, c'est terrible. Hein. Et alors, ce n'est pas véritablement enseigné, hein, la laïcité. Il y a Ouais, maintenant, depuis 2 ou 3 ans, il y a des commissions, il y a des stages de laïcité, mais l'idée même de laïcité est extrêmement sujette à caution. Lorsque les socialistes, hein, enfin Lionel Jospin était Premier ministre, il a créé un observatoire de la laïcité qu'il a confié à Jean-Louis Bianco. Alors mhm. j'ai rompu des lances, comme on dit à Jean-Louis Bianco, parce que il avait de la laïcité une notion ouverte, Ouais. laïcité ouverte. Je lui ai dit ouais, comme les cuisses du même nom. Euh, bon, c'est parce que c'est ma façon de parler. Hein. Il faut bien Ouais. comprendre. J'explique ça dans un autre livre qui s'appelle Liberté, égalité, laïcité. J'explique qu'il en est de la laïcité comme du je t'aime. C'est une vieille idée qui vient de Roland Barthes. Je t'aime, vous savez, c'est une phrase, ce qu'on appelle un module unique. Il y a soi-disant trois éléments, mais lorsque vous le dites comme quelque chose qui est jeté, en quelque sorte. Mhm. Il n'y a pas je, il n'y a Ouais. pas tu, c'est je t'aime. Voilà. Ouais. Et tout ajout à je t'aime diminue la force de l'expression. Si votre Ouais. femme vous dit tu m'aimes, vous n'allez pas lui dire ouais, un peu. Ouais, bon, je t'aime beaucoup. Ouais, je t'aime bien.
Parce que là, elle ne sera pas contente. Hein. Ce qu'elle veut, c'est un je t'aime. Il n'y a que pour le poulet, si vous voulez, que j'aime beaucoup le poulet, mais là, il y a je, il y a le poulet, ce sont des éléments bien distincts. Vous voyez, Ouais, la laïcité. Hein, le la, ça vient du illa latin, c'était un démonstratif emphatique, cette grande laïcité. Voilà, c'est ça que ça veut dire, la laïcité. Il n'y en a qu'une. Elle peut pas être à géométrie variable. On peut pas être un peu laïque sur les bords et tolérer le fanatisme de notre côté. La laïcité ne consiste pas à accepter les délires des autres. Parce que moi, j'ai aucun problème avec les religions. On peut chez soi adorer qui on veut, Jéhovah, Mahomet, la patte de lapin, ou la fameuse plâtrée de spaghettis avec deux boulettes géantes chez les pastafariens. Hein. Mais ce sont des pratiques personnelles. C'est quelque chose qui est d'ailleurs de l'ordre de l'intime. Hein. C'est comme d'ailleurs, je sais pas, au niveau sexuel, vous n'allez pas expliquer dans la rue ce que vous faites et dans quelle position. Vous voyez, bon, et on a parfaitement le droit de faire ce qu'on veut entre adultes consentants. ouais, Donc, on n'a pas besoin de pastafariens. Il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que les pastafariens. Les pastafariens postulent, donc ça a été inventé par des étudiants américains il y a une vingtaine d'années, postulent qu'il y a dans l'espace un dieu qui est une plâtrée de spaghettis à la tomate avec deux boulettes qui lui servent Dieu. Bien. Et dans leur réunion, ils s'affublent d'une passoire, la passoire dans laquelle on passe des spaghettis, hein, nécessairement, sur la tête pour marquer la dérision absolue de leur pseudo-croyance. Bon, d'où d'ailleurs, alors on va être clair, hein, d'où le fait que de la même manière que le voile n'est pas préconisé par le Coran, ça c'est une évidence. Il n'y a pas de raison. Moi, je vis dans une ville où il y a 358 000 musulmans et 150 000 femmes voilées. Et je vous jure que chaque fois que j'en rencontre une, ça me fait mal. Ça me fait mal pour elle. On est, je ne sais pas si vous avez lu le discours de la servitude volontaire bien sûr, c'est bien sûr. exactement ça. C'est-à-dire, c'était la découverte par Étienne de la Boétie vers 1560 que l'esclavage vient de l'intérieur de nous-mêmes, en Mhm. quelque sorte, et que c'est une manœuvre philosophique que de se sortir véritablement. Marx l'a redit lorsqu'il a parlé de l'aliénation, etc. Bon, et que la religion était l'opium du peuple. Tout ça, il y a une lignée. Hein. Lorsque j'ai des élèves qui me disent, ah, mais monsieur, c'est la religion, mais j'ai interrogé un petit peu le système. On est en plein ramadan en ce moment. J'ai un ami médecin qui travaillait dans les quartiers nord de Marseille, et il me dit, au moment du ramadan, juste avant, il avait des malades qui lui disaient, docteur, est-ce que je peux faire le ramadan? Ah ben écoutez, c'est simple, vous êtes diabétique, si vous ne buvez, vous pouvez très bien faire le ramadan, si vous ne buvez pas la journée, vous allez mourir. Alors, Mhm. je ne suis pas sûr que la mort, dans ces conditions, c'est-à-dire une mort au fond que vous êtes infligée, soit bien dans le cadre coranique. Vous voyez, et de surcroît, c'est écrit dans le Coran, lorsque vous êtes malade, vous avez une suspension, ou en voyage, vous avez une suspension du ramadan. Lorsque, moi, j'ai des étudiants me disant, monsieur, on passe le concours au moment du ramadan, je dis, mais c'est prévu. Euh, Mahomet, dans son infinie sagesse, avait prévu l'école normale supérieure et polytechnique et savait que au moment de passer ce type de concours, il fallait, si possible, s'abstenir de ne pas boire pendant la journée et baffrer pendant la nuit, quitte à être complètement raplapla au petit matin. On a vu ça d'ailleurs lors des Jeux Olympiques de Londres, sauf erreur de ma part, ça s'est passé pendant le Ramadan. Et les athlètes musulmans ont vécu tout à fait normalement. Je ne vais pas dire de bêtises, mais vous pouvez très bien, si vous êtes très croyant, passer un accord avec votre imam favori qui vous accordera une remise de peine, si je puis dire, en disant tu le feras plus tard. Voilà. Mais ça va, je ne dis pas de bêtises au niveau coranique. Non, Hein.
L'ancien apostat que je suis valide vos propos et Voilà. voire même je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on a une majorité de musulmans qui connaissent même pas leur propre texte en fait. On en est là. Et vous savez, il y a une raison à ça. C'est que c'est écrit en arabe classique. Hmm. Combien de musulmans en France lisent l'arabe classique? Hmm. Euh, Ouais. Moi, je me rappelle une élève que j'avais une classe au lycée Thiers qui était composée quasiment à 80% de musulmans parce que on l'a recruté spécifiquement dans les lycées ZEF de Marseille qui sont dans les quartiers nord. Bon, et elle me dit, je me suis mis à apprendre l'arabe, vraiment l'arabe littéraire, hein, Hmm. et vous Hmm. savez quoi, monsieur, j'ai découvert que mes parents ne savaient pas parler arabe. Oui, effectivement, ce qu'ils appellent de l'arabe, c'est un mélange d'arabe, de patawette, de français, Ouais. etc. Bon, Ouais. c'est d'ailleurs incompréhensible de la part d'Arabes du Moyen-Orient. Hein, parce que je formais entre autres des élèves qui se destinaient au commerce international. Je leur dis ne comptez pas sur ce que vous avez appris dans vos familles pour communiquer à Bahreïn ou au Qatar. Voilà, ils ne parlent pas la même langue. Mais Ouais. ce qui est sûr, on a avec le Coran le même problème que les catholiques avaient avec la Bible jusqu'au protestantisme à peu près, c'est-à-dire ce n'est pas traduisible. Hmm. D'ailleurs, le fait est que si on traduit, immédiatement, on prend des options sur le sens. Hein. Donc, les catholiques fervents du 15e, 16e siècle disaient, entendaient la messe en latin et ne comprenaient rien à ce qui était dit. Rien. Voilà, même Ouais. actuellement d'ailleurs, je pense que ceux qui écoutent la messe en latin, selon le rite de Saint Pie 5 ou 6, ne comprennent rien de ce qui est Ouais. Dominus Vobiscum. Ouais, et puis après, c'est le brouillard. Vous voyez, bon, je Ouais. pense que très franchement, euh, les gens qui chez eux ont un Coran, j'aimerais bien les voir lire le Coran à livre ouvert, en quelque sorte, Ouais. pour voir. Hein. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reportent sur les savants. Alors, entre nous les mâts et un imam, j'ai un léger doute sur qui possède véritablement le sens, vous voyez, sur les savants qui vous disent c'est ça qui est écrit. Ouais. Ben, il se trouve que, assez curieusement, ce qui est écrit n'est pas le même selon que vous êtes un taliban afghan, selon que vous êtes un érudit Soufi, espagnol, par exemple. voilà, peu Ouais. Ouais. importe. Hein. Ouais. Euh, il faut bien comprendre une chose, c'est que tant qu'on ne traduira pas véritablement les textes, et tant qu'on leur dira, voilà, c'est ça qui est écrit. Euh, il y a un historien français, il n'y a pas très longtemps, qui a été traduit en justice, et qui s'en est sorti d'ailleurs, parce que dans une interview, il avait dit que les musulmans têtaient l'antisémitisme avec le lait maternel. C'est une expression un peu violente, mais plainte et tout, et il a fait valoir le fait qu'il y a des sourates du Coran qui appellent à l'extermination des Juifs. Puis il y a aucun, il n'y a pas moyen de le comprendre autrement. Hein. Et Ouais. d'ailleurs, des ex-musulmans dans votre genre, si vous voyez ce que je veux dire. L'athée est très mal vu. Hein. Ouais. Alors que les statistiques, hein, alors ça il faut le dire également, disent qu'il y a au moins 40% des musulmans déclarés qui ne croient en rien du tout. Voilà. Mais qui Ouais. suivent les rites hein, exactement comme les ex-catholiques hein, dont j'ai pu être offrent des cadeaux à Noël. Vous voyez, c'est le même ordre. Mais ça ne veut pas dire que nous pensons véritablement qu'il y a eu un bœuf, un âne Marie et Joseph dans une étable à Bethléem il y a 2023 ans. C'est Ouais. pipeau. Après ça, on Ouais. sait que s'il y a eu un Jésus historique, il est né 7 ans avant l'an zéro et au Ouais. mois d'octobre. On le déduit de toutes sortes de mécanismes, entre autres du passage d'un météore dans le ciel. Et tout ce qui est de l'ordre de la foi, par définition, n'est pas de l'ordre de la science. Et la science, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la science, c'est le doute. La Ouais. science n'est certainement pas de l'ordre de la foi. Voilà. Mhm. On vous a appris en maths que
la somme des trois angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ouais, mais uniquement en géométrie euclidienne, parce qu'en géométrie non euclidienne, ben, ça se vérifie pas. Hein, et ça marche, c'est assez efficace quand on fait des calculs astronomiques. Alors, voilà, on apprend en permanence des choses que l'on va modifier par la suite. C'est pour ça que, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire, je ne suis pas contre l'idée d'enseigner ce qu'on appelle le roman national, qui est bourré d'erreurs volontaires. Hein, mais ces erreurs volontaires, d'abord, ce sont des récits, et les gosses adorent les récits, hein, véritablement. Mm. Et ensuite, on les modifie au fur et à mesure. Je suis pas totalement, je suis pas assez idiot pour ignorer le fait que à Poitiers, Charles Martel a passé un accord avec les Arabes qui de toute façon étaient prêts à se retirer parce qu'ils étaient loin de leur base et que l'intendance ne suivait pas. Pour la Ouais. petite histoire, allez, celle-là, je suis sûr que vous la connaissez pas. Euh, un certain nombre d'Arabes de l'invention du 8e siècle là, sont allés plus loin et sont arrivés en Bourgogne. Ouais, ouais, non, je suis pas au Et ils ont courant. trouvé que c'était bien, la Bourgogne. Ils ont trouvé en particulier qu'il y avait des vins sympas en Bourgogne. Ils se sont établis viticulteurs en Bourgogne, les Arabes en question. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, parce qu'il y a trois ou quatre villages de Bourgogne dans lesquels il y a une persistance de la thalassémie, qui est une maladie endémique du milieu méditerranéen qui correspond en fait à une difficulté des cellules rouges à capter l'oxygène. C'est Ouais. pas une maladie très très grave. Il y a des formes graves, mais et cette thalassémie, on l'a tracée, est très exactement une thalassémie arabe, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés là, puis ils ont trouvé que c'était bien quand même, finalement. Hein, et de toute façon, quand on voyage un petit peu dans les pays arabes, les Arabes qui boivent du vin, il y en a partout. Hein. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était pas les Arabes, mais c'était les musulmans, c'était en Turquie. Et Erdogan a eu beau multiplier par 4 le prix des bouteilles de vin, ça continue à circuler d'une façon ça, c'est marrant d'ailleurs parce qu'ils sont au resto, et la bouteille de vin, ils la mettent par terre et ils se servent sous la table, en quelque sorte, de façon à éviter d'être trop ostensiblement ivrogne. Mais voilà, il faut quand même relativiser terriblement. Ça aussi, c'est la science. Hein. La science passe son temps à relativiser. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a inventé une loi de la relativité généralisée. Mais et c'est pareil pour toutes les matières. Hein. Il faut voir une chose, c'est que, par exemple, j'ai une amie qui, je salue le jour où elle retrouvera ça, prof d'anglais, qui, en troisième, au lieu de leur faire apprendre le manuel qui disait des trucs sans intérêt aucun, leur avait fait apprendre des fragments entiers du Roméo et Juliette de Shakespeare. Mm. Hurlement de l'inspection, c'est pas au programme, etc. Alors, on en avait parlé, elle a prévenu la presse et elle a fait une représentation avec ses élèves de troisième qui ont déclamé, alors pas toute la pièce, pas exagéré, c'est gigantesque, hein, Roméo et Juliette, mais des Ouais. morceaux entiers, etc. Article de journal, l'inspection immédiatement a dit, oh, c'est vachement bien ce que vous avez fait. Hein. Ils craignent terriblement les médias. Et c'est à ça que je voulais en venir. Ces élèves avaient recyclé des éléments de Shakespeare pour leur vie personnelle. Au lieu de se traiter d'enfants de pute, va ta mère, etc., ils utilisaient des injures qui venaient de Roméo et Juliette, God damn your bloody eyes, et elle avait remonté le niveau de la récré, vous voyez, Ouais. en quelque sorte. Voilà, Ouais. c'est ça. Dans toutes les matières, en quelque sorte, il faut qu'on arrive à échapper à la prédestination. Il n'y a pas de prédestination, on n'est pas prédestiné à être ceci ou cela, etc. J'ai eu un ancien partenaire au niveau de la pédagogie qui est un médaille Fields et tout, qui s'appelle Laurent Laforgue, et qui par ailleurs est un chrétien absolument convaincu, je dirais même, c'est un chrétien
version Inquisition. Vous voyez, c'est séparé à cause de ça. Mais ça n'empêche pas d'être un immense mathématicien. Euh, voilà, vous avez pas d'incompatibilité. Après tout, il y a eu de grands savants musulmans qui ont été persécutés d'ailleurs, hein, mais c'était parfaitement admis. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Alors, vous avez commencé à en parler et je voulais parler également de l'enseignement de la civilisation française ou de la civilisation occidentale. Et je voulais avoir votre avis pour savoir si un enseignant doit transmettre l'histoire et l'amour de la civilisation française. Et si oui, eh ben, pourquoi les enseignants ne le font pas? Parce que ben, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un commun ensemble avec les nouveaux arrivants et puis avec les historiques, comme on dit aujourd'hui pudiquement. Alors, On a plus commun en fait. je suis totalement partisan, moi, de l'assimilation. Voilà. Mon arrière-grand-père était corso-italo quelque chose. Il s'est assimilé citoyen français. Qu'on garde, qu'on garde au cœur des racines, etc., c'est une chose, et plus corse que moi, tu meurs. Mais en même temps, je suis absolument français. Il y a une civilisation française, il y a une civilisation européenne, il est essentiel de, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, vous allez visiter le Louvre avec vos enfants, si vous n'avez pas un minimum de connaissances religieuses, les trois quarts des tableaux vous sont totalement obscurs. Si vous n'avez pas des connaissances mythologiques, hein, gréco-latines, le dernier quart des tableaux vous est aussi totalement obscur. Regardez les réactions qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps face à une prof qui montrait à des élèves de troisième, je crois, ou de seconde, un tableau représentant le, euh, comment il s'appelle, euh, le Ah, malheureux qui a été transformé en cerf par Artémis, hein, Diane et Actéon. Voilà. Euh, Ah oui, comment il y a des nudités, etc. Et oui, et toi alors dans le miroir, t'es pas à poil peut-être, hein, pas exagéré quand même. Cette espèce de pseudo-pudeur, etc. Surtout à un âge où en douce, ce qu'ils font n'est pas forcément d'une pudeur exquise, ça suffit. Hein. Je ouais. veux dire, il n'y a pas de pudeur qui tienne. La littérature française, très franchement, vous savez, il y a une polémique en ce moment sur l'instruction, tout ce qui concerne la sexualité. Bien. Ouais, Alors, il y a certainement des données techniques à connaître. On met le petit zinzin dans le petit, etc. Mais il y a certainement des trucs sur les MST, etc. Voilà. Mais autrement, moi j'ai toujours estimé que c'était par la littérature que on comprenait les choses. Je prends un exemple. Il se trouve qu'en 2012, j'ai fait un bouquin sur la pornographie qui s'appelle La société pornographique et ouais. dans laquelle j'ai analysé les effets délétères très graves, très très graves qu'exerce la pornographie sur des cervelles un peu jeunes. Et est-ce que, alors on va pas se cacher, on en a tous vu, etc. Quel est l'acte amoureux le plus rare dans les films porno? L'acte amoureux le plus rare, bah, je sais pas, la tendresse. Le baiser. Oui, Le oui, baiser. c'est vrai. Ils s'embrassent pas dans les films porno. On- on- ils s'enculent tout de suite, mais ils s'embrassent pas. Vous voyez? Et la tendresse non plus. Alors, bah, très franchement, je vous le dis comme ça, le sommet de l'érotisme, pour moi, c'est au chapitre 5 ou 6, je crois, du Rouge et le Noir de Stendhal, où, dans le soir qui tombe, ils sont tous réunis dans le noir sous un arbre, il fait chaud, c'est l'été, etc. Et il prend la main de celle qui va devenir sa maîtresse. Juste ça. Elle fait un effort pour retirer sa main et finalement elle abandonne sa main. L'âme de Julien fut transportée, etc. Voilà, là, on est au sommet, mais rappelez-vous vous-même, lorsque vous avez amené une petite copine au cinéma un jour et que vous êtes arrivé à prendre sa main dans le noir, extase subite. C'était pas la peine d'imaginer que vous étiez en train de faire ceci et cela. Après tout, lorsqu'on se marie, on accorde sa main. Vous voyez Ouais, et voilà, c'est tout. C'est ça, c'est-à-dire que l'étude des mots que l'on utilise, l'étude de la littérature, etc.,
en dit beaucoup plus long que tous les films pornographiques que l'on peut regarder, qui ont plutôt tendance à vous dégoûter en quelque sorte de la chose que de vous y inciter. L'érotisme, c'est la pornographie, moins le sexe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Parfait. qu'on est dans l'allusion, dans l'excitation, certainement, on est dans le langage, parce que dans la pornographie, on ne parle pas, voilà, et pour cause, hein. Mais Mm. dans le langage, oui, on peut se dire des choses absolument délicieuses. C'est ce qui fait que presque 130 ans après sa création, Cyrano de Bergerac, ça plaît toujours parce que Ouais. la façon dont il a séduit, le langage que un baiser qu'est-ce, un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer, c'est sublime, vous voyez. Euh, euh, c'est ou bien si les baisers pouvaient s'envoyer par écrit, Madame, vous liriez ma lettre avec vos lèvres. C'est tellement beau, vous voyez. On dit ça comme ça, on devrait leur dire même quand vous écrivez des mails, vous pouvez d'une façon ou d'une autre dire des choses intelligentes. Tout à fait. Alors, je voulais passer à un autre sujet complètement et parler de votre dernier livre. Votre dernier livre, donc, qui s'appelle L'école à deux vitesses. Et dans ce livre, eh bien, le titre le dit, hein, dans ce livre, vous dites, eh bien, qu'il y a deux écoles en réalité. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette dualité et quelles en sont les principales conséquences? Alors, Certaines le personnes problème même, pourraient... Allez-y, on allez-y. on a une école des riches et une école des pauvres, Voilà. clairement, Ouais. hein. L'école des pauvres se reconnaît au fait qu'elle est ethniquement et surtout socialement homogène. C'est-à-dire qu'on met tous les pauvres ensemble. L'école des riches est également socialement homogène. On met tous les riches ensemble. Et c'est fou, hein, mais surtout que vous avez interrompu vos études, c'est au moment entre la terminale et les études supérieures qu'on se constitue le carnet d'adresses sur lequel on vivra pendant au fond toute sa vie. Bon, Ouais. alors le carnet d'adresses des collèges et des quartiers nord de Marseille ou de Seine-Saint-Denis, etc., il est bien si vous êtes narco-dealer, hein, voilà, sans caricaturer, hein. Le carnet d'adresse du lycée Stanislas à Paris, il est bien aussi si vous décidez de passer Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, voilà. C'est insupportable. Alors, à Paris même, ces dernières années, ils ont fait un effort remarquable qu'on appelle la réforme Affelnet pour modifier le recrutement des très grands lycées en seconde de Paris. Ils sont passés de 5 à 6 d'élèves défavorisés à 20. D'accord. Et ce qui était incroyable, c'est que maintenant on commence à avoir un certain recul sur la réforme de la question, on a 2-3 ans de recul, et ben ça n'a pas modifié le niveau des lycées en question. C'est-à-dire que si vous infusez des bons élèves pauvres parmi des bons élèves riches, eh bien, au total, ça fait des bons élèves. Ouais. Voilà. Et les bons élèves pauvres pourront éventuellement envisager, eux aussi, comprendront très bien comment ça fonctionne, comprendront très bien qu'ils n'arrivent pas d'un endroit où le mètre carré vaut 15 000 euros. Vous voyez, mais ils comprendront comment on se loge dans le 5e arrondissement. Mm. Voilà. Parce qu'ils auront été Henri IV. Et il faut réaliser, c'est ça qui est terrible, c'est que les réformes qui ont été établies, la réforme du collège unique, les réformes de Vallaud-Belkacem, etc., ont eu tendance à enfermer les gens du ghetto dans leur propre ghetto. Il y a même eu un moment où on faisait une fleur aux enseignants qui étaient issus du ghetto s'ils voulaient bien continuer à enseigner dans le ghetto. Mais moi, je suis pour la suppression des ghettos. Hein. Ouais. Plutôt, je le dis très franchement, plutôt que de rénover sans cesse des établissements au cœur du ghetto, il vaut mieux les raser et puis les reconstruire ailleurs. En plus de ça, techniquement, c'est moins cher de les raser, de reconstruire, hein. C'est comme ça. Les amener loin, les diversifier, éviter qu'ils soient en permanence entre eux. Je vois des établissements marseillais où
dès la cinquième, à peu de choses près, quand ils sortent de classe, ils font les guetteurs. Voilà. Ouais. Et à faire le guetteur, vous gagnez allez, 100 euros par soirée. À 13 ans. Hein. En troisième, ils dealent un petit peu, ils sont à 1000 euros par semaine, etc. Ils regardent le prof avec un très grand mépris parce que le prof, il gagne difficilement 2000 euros par mois. Il n'y a pas de quoi mépriser d'ailleurs parce que pour avoir moi-même servi de nègre à des gens très fortunés, mais qui ne savaient pas écrire et qui avaient envie de faire un livre sur eux-mêmes, etc., qu'ils signeraient, j'ai vu ce que c'est que la puissance du savoir, le mien en l'occurrence, par rapport à des gens qui en étaient démunis, qui étaient peut-être blindés de thunes, mais qui arrivaient en quémandeur, en quelque sorte, et qui me savaient le plus grand gré d'ailleurs d'arriver à exprimer ce qu'ils voulaient dire, mais qu'ils n'arrivaient pas à dire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le savoir donne des satisfactions absolument extraordinaires en dehors des satisfactions matérielles. Tant qu'on ne verra que les satisfactions matérielles, on est très très mal barré. Ben, c'est ça, on est dans une société de la consommation où on apprend, pour reprendre un artiste de chez vous, enfin de là où vous avez travaillé à Marseille, Akhenaton, il nous dit dans une de ses chansons, on leur apprend tout jeune que rien ne fait un homme à part les francs. On était encore à Oui, l'époque des francs. et Et voilà, on en est là, c'est quoi. tout, la confusion entre le verbe être et le verbe avoir. Hmm, Dis-moi combien tu as, je te dirai qui tu es. Non, ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as. Voilà. exactement. Et si vous avez de beaux enfants, si vous avez l'occasion d'avoir des amis, etc., avec qui vous avez des conversations soit passionnantes, soit complètement éclatées, c'est autrement plus fructueux que d'avoir le doigt sur la gâchette d'une Kalachnikov à l'entrée de la cité La Castellane dans le 13e arrondissement, ou 14e. 14e. Voilà. Clairement. C'est, il faut absolument en finir avec les fatalités sociologiques. Mon dernier livre, c'était ça, hein, essentiellement. Et le problème même, c'est que ceux qui ont cru, au nom de la gauche, faire plaisir aux populations pauvres en disant on va investir dans vos collèges. Non, c'est pas investir de l'argent dans les collèges qu'il faut, c'est leur donner des profs capables de les amener ailleurs que là où ils sont. Voilà, c'est ça qui est essentiel. On a L'autorité. Natacha Polony qui avait dit une fois dans une interview, je me souviens, elle avait dit, ce dont on a besoin pour enseigner, c'est de discipline, parce qu'on ne peut rien enseigner à un élève dissipé qui n'écoute pas son professeur. Que pensez-vous, vous, du manque d'autorité à l'école? Pourquoi il y a un manque d'autorité et comment rétablir cette autorité à l'école? Alors, ça c'est marrant, le mot discipline en français, ça veut aussi bien dire l'ordre que la Ouais, matière que l'on enseigne. Vous savez, ouais, quelle est votre discipline? Moi, c'est la littérature. Hein, c'est pas un hasard. Discipulus, c'est l'élève, véritablement. Donc, ouais. la discipline, c'est ce qui concerne véritablement l'élève. Et effectivement, sans ordre, c'est très difficile. Alors, c'est un problème extrêmement difficile parce que Ouais. il y a tout à fait, pour un certain nombre d'enseignants, ce que j'appellerais une autorité naturelle. C'est pas très fréquent. Il y a des gens qui ont l'autorité naturelle. Vous les rencontrez, ils parlent, vous écoutez. Vous voyez, il y a quelque chose qui est dans le regard, dans la gestuelle, etc. Bon, comme les grands comédiens. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai tout à fait au début expliqué que c'était un art du théâtre, véritablement. Et puis, il y a Ouais. l'autorité qui procède de la domination du savoir. Et les élèves reconnaissent tout à fait ça. Lorsqu'ils ont un cadre en face d'eux, dans quelque discipline que ce soit, ils écoutent parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans la façon, dans le chatoiement en quelque sorte des concepts du savoir, etc. Non pas, il ne faut pas hésiter en cours. Hein. À aucun moment il ne faut hésiter. Et pour ne pas hésiter, il faut avoir des réserves de savoir infinies par rapport à ce qu'on est censé enseigner. Voilà. J'enseignais la littérature, j'enseignais pas toute la littérature parce que en une année c'est parfois difficile, mais je peux vous assurer, là, voilà, je vous le dis de face to face, vous voyez, je possède à peu près à fond la littérature française
et en très grande partie la littérature internationale. Voilà. D'accord. Même si, je ne sais pas moi, ce que je connais bien de la littérature japonaise, que j'aime beaucoup, m'a servi peut-être 3 fois en cours. Vous voyez, parce que j'avais surtout à cœur de leur faire découvrir la littérature française. Mais Ouais. euh, après tout, mettons, on parle du marquis de Sade, eh bien, il se trouve que Mishima a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Madame de Sade, qui prouvait que un Japonais cultivé connaissait aussi la littérature française. D'ailleurs, très souvent, les Chinois, les Japonais sont venus en France pour, à l'époque où la France était une référence. Actuellement, ils vont aux États-Unis. Bien qu'ils déplorent, c'est assez marrant ça, ils vont aux États-Unis parce qu'ils savent que Harvard, c'est quand même Harvard, hein, faut pas exagérer. Mm. Mais en même temps, ils reviennent un peu méprisants d'ailleurs, parce qu'ils trouvent que c'est un peuple sans culture, sans histoire, et que eux-mêmes, je ne sais pas si vous êtes allé au Japon, eux-mêmes en sont imbibés de leur propre histoire. Écoutez, on va Ouais. finir là-dessus. En avril dernier, j'étais à Hiroshima. Alors, Mm. Hiroshima, par définition, c'est une ville totalement moderne, puisque la ville ancienne a été éradiquée. Il reste un bâtiment. Ouais. Je ne sais pas pourquoi Ouais. ce bâtiment est resté, mais c'est tout. Bon. Et après la bombe, il y a une petite fille qui s'est retrouvée leucémique, comme tant de gosses, et elle s'est persuadée que en fabriquant des grues, l'animal, l'oiseau, en origami, vous savez, un papier plié Ouais. là, la Ouais. légende dit que si vous arrivez à en fabriquer 1000, vous survivrez. Elle est Ouais. morte hein, vers la 600e. Et vous avez un monument à Hiroshima qui lui est dédié, et où des dizaines de classes, tous les jours, viennent porter des colliers de grues en origami, en chantant des chants patriotiques hein, sur le Japon, sur la survivance du Japon, et sur le fait qu'ils savent ce que c'est qu'être japonais. J'ai vu des Américains regarder ça sans bien comprendre. C'est marrant, comme ils ont du mal à rentrer dans les cultures étrangères. C'est un problème d'ailleurs au niveau des les affaires étrangères. Mais les Japonais ont un mépris total des gens qui ont sacrifié leur culture. Euh, je me demande ce qu'ils pensent de la France actuellement. Parce que nous sommes en train de sacrifier notre culture et ce que l'on met à la place de cette culture est assez effrayant. Ouais. Ok. On va conclure là-dessus. On est sur une chaîne de recommandation de livres, hein. Je fais quelques interviews, mais le but sur cette chaîne, c'est vraiment de recommander des livres et je peux pas vous interviewer sans vous demander qu'est-ce qu'on peut lire. Si on veut s'instruire, si on veut s'émanciper, si on veut comprendre les enjeux éducatifs, qu'est-ce qu'on peut lire? Alors, je vais être très sauvage, je vais dire, ben, lisez les bouquins que j'ai écrits moi-même. Il y en a une liste invraisemblable. Vous trouverez ça Je sur mettrai tout en Wikipédia description, je mettrai tous les liens, ouais. sans problème. Voilà. Ça d'un côté. Ensuite, hein, si vous voulez connaître quelque chose de la littérature française, il y a des anthologies très bien faites. Il faut prendre des anthologies faites avant 1985. Voilà. D'accord. Exactement comme par exemple en maths, c'est pas avec les bouquins de maths que l'on a actuellement en terminale qu'on va arriver à quelque chose. Il faut aller chercher des bouquins de terminale C d'avant 1995, et là vous avez du concept. Vous voyez. Et si vous en donne qu'un, enfin, si un modèle, euh, relire Platon. Voilà, parce que ça semble facile, la façon dont Socrate décortique la pensée de l'autre et le détruit complètement, mais c'est parfaitement rusé. C'est ça, hein, le grand art, finalement, et ce qu'un grec intelligent a écrit il y a 2500 ans est toujours d'actualité. Eh bien, c'est une excellente conclusion, d'autant que sur cette chaîne, on parle beaucoup de Platon. Monsieur Brigelli, merci beaucoup pour le temps Merci à accordé. vous. Merci pour cette interview très enrichissante et très intéressante. Et puis, je vous dis à très bientôt. De toute façon, on va continuer à vous suivre. Merci à vous. Merci.